tendance est très nette, elle est très claire et elle nous mène aujourd'hui à l'inversion, ce qu'on appelle l'inversion, c'est-à-dire à la diminution modeste, mais diminution réelle du nombre des chômeurs. Optimisme à toute épreuve, déni de réalité ou tentative pour apaiser la sinistrose française, l'analyse des chiffres du chômage ressemble à un exercice de prouesse rhétorique pour le gouvernement. Mais cet optimisme est-il crédible ou voire contagieux? Comment rendre ces messages audibles? Et une petite dose de pessimisme n'est-elle pas parfois plus mobilisatrice qu'un excès d'optimisme? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien tout honneur François Hollande et ses ministres, mais aussi leurs prédécesseurs optimistes comme Nicolas Sarkozy ou plus alarmistes comme François Fillon ou en d'autres temps Winston Churchill et sa fameuse promesse de sang et de larmes. Avec nous 4 invités, bonjour. Jacques Lecomte, psychologue et auteur de nombreux ouvrages dont La bonté humaine chez Odile Jacob qui sort en poche. On verra avec vous justement à quelle psychologie correspondent ces discours optimistes. Gaël Slimane, politologue et spécialiste de l'opinion chez BVA pour commenter l'impact de ces discours. Christian Delporte, historien, spécialiste de l'histoire de la communication politique pour voir comment ces discours ont évolué au fil du temps, des personnalités et des circonstances. Alors je précise que vous sortez ce livre chez Flammarion, un comeback ou l'art de revenir en politique. Là aussi, ça nécessite un certain optimisme. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par l'attitude de François Hollande tout au long de cette année 2013, année lors de laquelle il a fait preuve d'un optimisme à tous des preuves concernant notamment l'évolution des chiffres du chômage. Ça commence lors de ses vœux pour 2013. Regardez. 2012 a donc été l'année où nous avons engagé le redressement. 2013 sera l'année de la mobilisation de tous pour le réussir. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Et puis ensuite, au fil des mois, ce qui n'est encore qu'un objectif devient une vraie promesse. Il n'y aura pas d'espérance possible dans notre pays tant que le chômage n'aura pas entamé sa décrue. Et c'est pourquoi je me suis engagé personnellement, certains ont dit même hâtivement, pour ne pas dire imprudemment, sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je m'y tiens. Voilà pourquoi je réédite ici, devant vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. Voilà, il prend ses risques, mais se prend peut-être aussi au jeu de cette promesse qui finit par ressembler à un pronostic, voire un pari, d'autant qu'au fil des mois, la situation du chômage continue de s'aggraver. Cette inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année est toujours du monde. Et bien sûr, plus que jamais. Vous vous rendez compte si je changeais de position au fur et à mesure de mes visites? Je tiens le même discours parce que je tiens la même politique et qui aura le résultat attendu. Voilà, optimiste en juillet, mais soudain fin novembre. Alors qu'on s'apprête à publier les premiers résultats en amélioration, eh bien François Hollande semble soudain plus prudent. L'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage. Ça sera une bataille, c'est une bataille que nous avons engagée. Elle se fera mois par mois, elle s'est faite mois par mois, et nous devons y travailler sans cesse, et ça prendra tout le temps qui est nécessaire, ce mois-ci, comme les autres mois, mais ce qui compte, c'est cette tendance que nous devons maintenant imposer, c'est que le chômage doit cesser d'augmenter. Voilà, alors petit rappel, ça avait créé un mini-incident, cette déclaration, parce que des journalistes l'avaient mal interprétée, pensaient que François Hollande revenait sur sa promesse, ce qui n'était pas le cas, il l'a précisé après. Mais du coup, on se demande si c'est pas aussi, ce dernier extrait, une tentative pour corriger le tir, et on se demande aussi s'il ne s'était pas un peu piégé lui-même, Denis Bertrand, avec ses promesses qui ressemblaient presque finalement de plus en plus à un jeu, à un pari, enfin à quelque chose d'un peu déconnecté peut-être de la réalité. Oui, je crois d'abord qu'il y a plusieurs types d'optimisme. Il y a un optimisme de conquête dans la campagne électorale, il y a un optimisme... Mais on ne revient pas là-dessus, parce que pendant la campagne, oui, souvent, du moins François Hollande était très optimiste. Il y a l'optimisme de l'obstination dans la gestion, il y a l'optimisme de résistance face à l'adversité. Donc il y a des variétés d'optimisme. Et ce qui est intéressant dans la déclinaison qu'on vient de voir, c'est les modulations
les modulations de l'optimisme. Moi, j'avais l'impression, en préparant l'émission, que ça devenait presque un gimmick. Oui, il y aurait presque des manières très, très linguistiques en fait, d'aborder ça, c'est-à-dire d'observer de près quels sont les verbes qu'il emploie. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est un devoir-être absolu. Ça doit, coûte que coûte, avec ce mot d'esprit autour du coût, parce que la façon dont il prononce coûte que coûte est assez intéressante du point de vue du coût attendu de la chose. Et puis ensuite, c'est simplement un pouvoir-être. Et puis ensuite, ça devient presque une promesse de joueur, non? Il y a un côté je prends mes risques. Ensuite, c'est une tendance. Ensuite, ça devient une promesse de joueur. Il y a toute une palette de... Et ça produit quel effet, alors, selon vous, justement, sur celui qui l'écoute? Ben, ça produit, oui, ça produit un effet touchant la crédibilité même du discours, je crois. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est du futur. De toute façon, c'est une notion qui implique un engagement sur l'avenir. Et par conséquent, lorsque l'avenir devient présent, ça suppose de se réajuster à cette réalité qui se présente. Alors justement, parce que ça pose des questions, je vais vous faire agir Gaël Slimane, parce qu'en même temps, il paraît très très optimiste quand les chiffres se dégradent, puis tout à coup moins optimiste ou plus prudent quand au contraire ils s'améliorent. Du coup, on s'interroge sur le sens de ce message et puis sur sa réception. Est-ce qu'il cherche à corriger le tir, selon vous? Après s'être piégé? Alors si on revient à la genèse de cette promesse de l'inversion de la courbe, on a un président qui a bien diagnostiqué que son impopularité très profonde ne relevait pas de sa personne, des qualités, pas le cas de Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas du tout le cas de certains de ses prédécesseurs. Non, l'impopularité profonde de François Hollande provient de ce que les Français estiment qu'il ne serait pas capable d'exercer ses fonctions de président sur le plus fondamental, c'est-à-dire, à leurs yeux, ce qui relève de l'économique et du social, et singulièrement de l'emploi, qui est la première des préoccupations des Français. François Hollande, effectivement, je pense qu'on peut le dire, fait un pari à la fin de l'année 2012, consistant à dire aux Français, vous ne me jugez pas capable de changer la donne, de faire bouger les choses, eh bien moi je vais m'engager à le faire sur ce qu'il y a de plus important à vos yeux, qui est le chômage. La nature du pari, si on prend une seconde pour analyser la situation économique. Pari, c'est ça. Non, mais la nature du pari. Mais oui, mais la nature du pari économique de François Hollande, il s'explique très bien. Vous avez une situation du chômage qui, déjà au moment où il fait cette promesse fin 2012, est quasiment record en France, qui est très élevé. Et lui promet sémantiquement, c'est ça qui est intéressant, une inversion de la courbe. Inverser une courbe à la fin de l'année 2013, ça veut dire juste que François Hollande, fin 2012, promet aux Français que le chômage va monter toute l'année. Oui, et qu'à la fin, ça va arrêter. Et qu'à la fin, une fois que ça aura monté toute l'année, ça finira par baisser. C'est ça la promesse. Ce qui fait que, d'un point de vue politique, si vous... et en plus, considérant la situation économique, sachant que les économistes anticipaient un retournement de conjoncture mondiale qui s'est produit à la fin de l'année 2013, François Hollande en déduisait que sans doute son pari, appelons ça comme ça, ne serait pas si difficile à tenir, puisque la promesse consistait simplement à ce que le chômage cesse d'augmenter après avoir beaucoup augmenté. Donc sa promesse n'était pas si compliquée, si optimiste que ça. Et donc le problème, c'est que même ce pari, qui n'était pas si difficile, n'a pas été tenu. On y reviendra. Alors vous dites pas si optimiste que ça. Je vais vous faire agir, Jacques Lecomte, sur le côté optimiste ou pas. Parce que quand on préparait l'émission, chez moi, vous me disiez, bah oui, mais l'optimiste, ça s'appuie sur le passé pour se projeter dans l'avenir. Alors là, que pensez-vous de sa manière de pronostiquer justement l'inversion de la courbe? Oui, bah, écoutez, en psychologie et en psychologie sociale, on parle aussi d'un concept qui s'appelle les prophéties autoréalisatrices. Alors ça n'a rien de mystique, c'est tout à fait simple. En gros, je résume ça en disant on crée ce qu'on croit, on crée ce qu'on craint. Donc au sens positif, on croit, et ce qu'on craint au sens négatif. On cherche à redonner confiance, quoi. Voilà, alors effectivement, en économie, on sait que la confiance est quelque chose d'essentiel, et que, bon, je prends un simple exemple, si on a confiance en l'avenir, si la société a confiance en l'avenir, eh bien, le citoyen lambda va plus consommer, les chefs d'entreprise vont plus investir, et donc ça va effectivement engendrer une sorte d'amélioration de l'économie. Alors, en tout cas, c'est un savoir qu'on a en sciences humaines, et effectivement, c'est un pari, mais il faut que ce pari, évidemment, il soit relayé par la société. C'est-à-dire que si lui, il fait le pari de la confiance, mais que ça n'est pas relayé, ça risque au bout d'un moment de ne pas marcher. Et le problème des prophéties autorisatrices, c'est qu'elles s'usent si on s'en sert trop. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ça ne marche plus, quoi. Ça risque de ne plus marcher. D'accord, oui, du coup, peut-être son obstination, effectivement, la situation se dégrade et lui persiste et ça devient presque un jeu. Christian Delporte, sur sa manière justement de répondre aux journalistes sur ce pari, entre guillemets. Oui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, comme vous l'avez rappelé, le discours évolue. Elle va s'inverser, cette courbe, fin décembre, et puis elle peut, et puis elle doit. Bon. Et personne n'entend ça.
tout le monde entend l'engagement personnel du président de la République et lui-même s'en faire dans cet engagement-là. Et pourquoi parce que nous sommes dans un système où le président de la République a une responsabilité considérable et on peut penser qu'un homme seul peut réaliser, sinon tous les rêves, en tout cas... Oui, ça c'est la société française tous qui les pense ça. désirs des Français. Donc il y a ce décalage-là. Et effectivement, sur quoi se fonde l'opinion? Elle se fonde sans doute sur un rapport affectif, la sympathie, mais également sur la compétence. Et là, il fallait effectivement montrer que la compétence et l'autorité de François Hollande étaient réelles. Ouais, mais alors du coup, justement, opinion, c'est crédible ou pas? Mais non, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'idée était de lever ce reproche en incompétence. Le président est capable de... Et il n'y est pas parvenu. Et par ailleurs, c'est presque encore plus terrible parce que ce qui rendait son pari gagnable, si on se place un instant du point de vue de François Hollande, fin 2012, début 2013, c'est que personne ne le croyait. Donc si les bons chiffres annoncés en novembre du chômage d'octobre s'étaient confirmés le mois suivant, il aurait pu fanfaronner et retourner l'opinion et les médias. Le problème, c'est que tout au long de l'année 2013, nous avons sondé les Français et que, vous avez raison, la prophétie autoréalisatrice n'a pas fonctionné. Mais justement, pour que la prophétie autoréalisatrice fonctionne, encore faut-il que les gens inspirer confiance et qu'on adhère. Alors que lui voulait finalement prendre tout le monde à revers. Vous m'avez pas cru, j'ai réussi, mais du coup, c'est plus la prophétie autoréalisatrice. Il pouvait espérer l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est-à-dire soit générer de la confiance et ça produit quelque chose, soit à la limite, vous ne me croyez pas, mais la croissance économique mondiale repartant fin 2013, ce qui est arrivé, eh bien la France sera entraînée. Sauf que pas de chance, la France n'a pas suivi. Alors cela dit, quand même, fin 2013, il y a eu une amélioration des chiffres du chômage, légère baisse, qui donne l'occasion à Michel Sapin de s'en prendre à tous les rabat-joie, grincheux et pessimistes. On l'écoute. Fin novembre. Est-ce que le chômage va continuer à reculer le mois prochain? Regardons déjà ce mois-ci. Parce que je comprends tout à fait qu'une fois engrangé, si je puis dire, la bonne nouvelle, vous vouliez passer à la suite, et je vais vous en parler de la suite évidemment. Mais le fait du jour, c'est que oui, le nombre des chômeurs a diminué. Je vois bien tous les pinailleurs du monde qui diront oui, mais. Le fait du jour, c'est que après des mois, des années d'augmentation chaque mois du nombre des chômeurs, cela diminue. C'est donc le début de l'inversion. Et prenons-le pas comme la réussite d'un pari. On n'est pas là à jeter une pièce en l'air pour regarder de quel côté elle retombe, si c'est côté pile, côté face. C'est la réussite ou c'est le résultat d'une politique, d'une volonté et d'une politique qui a porté ses fruits. Alors maintenant, oui, il faut que ce soit dans la durée. Parce qu'un chiffre, ça ne fait pas une tendance. Enfin, si vous n'avez pas le premier chiffre, vous n'avez pas non plus la tendance. Voilà, donc optimisme de Michel Sapin. Ça, c'est le mois où les chiffres sont bons. Problème, le mois suivant, eh bien, il se dégrade à nouveau. Mais Michel Sapin, lui, reste optimiste, ce qui produit d'ailleurs parfois un petit décalage de ton dans les reportages télévisés. On regarde. Après un mois de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse. 3 293 000 en novembre. C'est 17 800 de plus qu'en octobre. Dans une économie où la croissance est proche de zéro, le gouvernement juge ces derniers chiffres satisfaisants. La tendance est très nette, elle est très claire et elle nous mène aujourd'hui à l'inversion, ce qu'on appelle l'inversion, c'est-à-dire à la diminution modeste, mais diminution réelle du nombre des chômeurs. Voilà, bref, ça se dégrade, mais tout va bien. Ce qui compte, c'est le long terme, ce qu'explique aussi Benoît Hamon à l'aide de moyennes par jour calculées chaque trimestre. On l'écoute. Quelle est la réalité? C'est qu'il y a aujourd'hui un discours, une politique qui est mise en œuvre, répétée, inlassablement d'ailleurs par les membres du gouvernement, mais que sur le terrain, aujourd'hui, l'inversion de la courbe du chômage qu'on constate dans les chiffres, statistiquement, elle n'est pas forcément perceptible immédiatement par toutes les familles. Mais rappelons la réalité de ce qu'a été le chômage cette année. Premier trimestre, c'était 1000 chômeurs de plus par jour. 1000 par jour. Second trimestre, 600 chômeurs de plus par jour. Donc 600 de trop. Troisième trimestre, 180 chômeurs de plus par jour. Et là, si on prend les 2 derniers mois du dernier trimestre, on est à 45 chômeurs de moins par jour. Donc on a commencé l'inversion de la courbe du chômage pour tout le monde.
Voilà, l'inversion pour tous. Alors, c'est intéressant parce que Benoît Hamon, lui, pour le coup, s'appuie sur le passé. Ah, ça allait très mal, ça va de mieux en mieux, reconnaissant peut-être qu'il y a une différence entre les chiffres et la perception, alors que Michel Sapin, lui, n'entre pas du tout dans ces nuances. Hein. Il fait preuve d'un enthousiasme sans bémol. Alors, la question, justement, sur cette manière d'être optimiste l'un et l'autre, il y en a pas un qui en fait pas un peu trop et l'autre peut-être qui n'est pas si optimiste que ça concernant Benoît Hamon. Oui, mais enfin, de Benoît Hamon, disons que lui, il se base sur des chiffres. Alors, bon, est-ce que les chiffres... Moi, je connais insuffisamment le sujet pour affirmer que ces chiffres Il fait des moyennes par trimestre qui permet de lisser. Voilà, quand il y a une petite amélioration... On l'avait fait aussi dans d'autres éléments en raisonnant au trimestre le trimestre qui montrait que la hausse se ralentissait au dernier trimestre. Bon, mais enfin, indépendamment des chiffres, donc on va dire... Voilà. Oui, moi j'ai envie de dire, si effectivement il y a deux options, soit ces chiffres sont relativement justes, bon, il y a toujours des polémiques, justes, mais après, voilà, bon, et ça peut effectivement du coup marcher, c'est-à-dire que ça peut générer cette situation de confiance et faire une sorte de spirale vertueuse. Soit ces chiffres sont plus ou moins exacts et puis peut-être qu'ils peuvent se retourner effectivement rapidement. Et là, alors là, c'est vrai que l'effet de perte de crédibilité risque de s'avérer assez catastrophique pour le gouvernement. D'accord. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, petite parenthèse juste sur les mots. Enfin, je vais vous faire réagir. Michel Sapin dit, c'est amusant d'ailleurs, il dit c'est pas un jeu hein, quand il dit voilà. Et on se demande, d'ailleurs s'il s'adresse aux journalistes ou si c'est pas une réponse finalement à ce que eux ont mis en place pendant toute l'année, cette espèce de jeu où on attend finalement tous les mois. Parce que le reproche a été fait souvent à François Hollande de faire un pari. En anticipant que, quelle que soit sa politique, la situation macroéconomique produirait l'inversion. Et eux ne cessent de dire non, l'inversion, elle aura lieu grâce à la politique que nous menons. Et donc c'est vrai que c'est important pour eux d'essayer d'en convaincre les Français. Ils n'y parviennent pas beaucoup pour le moment. Oui, sur l'attitude aussi, tout sourire aussi d'ailleurs de Michel Sapin. C'est-à-dire que, évidemment, dans les extraits que l'on voit condensent les mots, mais l'expression inversion de la courbe du chômage est assez fascinante, parce que c'est une de ces expressions qui deviennent un peu totémiques, quoi. C'est une sorte d'expression magique. L'imaginaire qui est construit par cette figure de l'inversion de la courbe du chômage, c'est de transformer une ligne graphique qui monte comme ça, comme sont les lignes graphiques sur les schémas de ce type, en une courbe, quelque chose qui est beaucoup plus doux et qui permet une inflexion graduelle. Qui décroît progressivement. Ça marche alors. Mais oui, moi je crois que c'est très intéressant, l'expression en elle-même, quoi. Elle a une force au-delà de la réalité, vous pensez sur l'imaginaire. Indépendamment de la réalité. Indépendamment de la réalité. Oui, vous vouliez réagir? Oui, parce que chez Michel Sapin, comme chez Benoît Hamon, il y a quand même chez chacun un élément de modération. D'abord, il y a un mot qui a surgi, qu'on n'avait pas entendu au début de l'année, c'est le terme de tendance. On ne parle plus d'inversion de la courbe, on parle de la tendance à l'inversion. Ouais. Donc c'est une façon quand même de modérer les choses et d'être dans l'attente. Pour le coup, on visualise moins l'inversion. On voit la tendance à l'inversion, c'est un petit peu plus dur. Et par ailleurs, quand on écoute bien ce que dit Benoît Hamon, il commence par dire il y a un discours, une politique qui est mise en œuvre. Donc on ne sait plus très bien s'il parle de la politique ou s'il parle du discours. Et c'est une façon de prendre la distance par rapport au discours trop optimiste du gouvernement. Oui, d'ailleurs, oui, parce que lui qui est censé incarner l'aile gauche, c'est vrai que c'est pour ça que c'était intéressant de l'entendre sur ce sujet-là et donc là-dessus et puis sur l'impact aussi. Alors, sur l'impact, le problème c'est que les Français ne le croyaient pas, François Hollande, au début d'année. Ils ne l'ont pas cru tout au long de l'année. Ils ne le croient toujours pas aujourd'hui si on projette à 2014. En revanche, quand même, sans vouloir se moquer, le ralentissement de la hausse qui est décrit par Benoît Hamon et par Michel Sapin, ça provoque quoi? À court terme, une impression de déni. Lorsque les politiques donnent le sentiment d'être dans le déni ou de vouloir truquer les choses ou de ne pas dire l'exacte vérité, ce n'est jamais positif pour eux à court terme. Là, ce n'est donc pas bon en termes de com, ni pour Michel Sapin, ni pour Benoît Hamon, à court terme. Mais si ce qu'ils décrivent, qui est quand même réel, c'est-à-dire que la hausse du chômage s'est clairement ralentie en raisonnant au trimestre le trimestre. Beaucoup ne se rendent pas compte. C'est peut-être pas à eux de le dire, ils ne devraient pas le dire comme ça. Mais si ça se poursuit, ça va effectivement se transformer en baisse du chômage. Et finalement, le fait que ça arrive courant 2014 ou comme prévu en 2013, c'est pas très grave pour les Français. À une condition, que les Français aient bien le sentiment que c'est pas un pari sur un coup de bol
qui correspondrait à une inversion de tendance mondiale, mais que c'est bien sa politique qui a produit cela. Alors juste pour terminer, avant de passer à des comparaisons et des archives, cet optimisme ne concerne pas que le chômage, il concerne finalement, on va dire, le discours gouvernemental en général, également les prévisions de croissance, de réduction des déficits. Je voulais juste qu'on revoie un exemple avec Pierre Moscovici, qui a eu lui aussi cet automne la même posture. On l'écoute, là aussi, il est face à un journaliste un peu sceptique. Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des chiffres qui vous permettent de l'être? D'abord, nous avons présenté une prévision de croissance qui est prudente en 2013, 0,1%, alors qu'on nous disait avant l'été que ce serait la récession, donc nous sommes repassés dans le vert. Je présente 0,9% pour 2014, mais vous savez, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je vais vous en donner une qui sortira demain de la part de l'INSEE. Le climat des affaires, comme on dit, c'est-à-dire ce que ressentent à la fois les consommateurs et les entrepreneurs, s'améliore de façon substantielle au mois de septembre. Et il y a un indicateur, pardonnez-moi, je vais être technique, qui s'appelle l'indicateur de retournement, qui dit quand nous avons justement un retournement de tendance qui s'est inversé pour la première fois depuis le début 2011. Et donc, moi, je ne veux pas jouer monsieur tout va bien, je connais les difficultés, nous sommes confrontés à une tâche de redressement, car nous avons trouvé le pays dans une situation difficile, et c'est ce que nous faisons et sur le plan des finances publiques et sur le plan de la production, mais que les Français sachent que la politique qui est menée, elle porte ses fruits, que les efforts qu'ils font portent leurs fruits. Voilà, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je ne veux pas jouer monsieur tout va bien. On a l'impression finalement que ce discours sur l'optimisme est devenu lui-même un élément du langage et de la communication politique, Christian Delporte. C'est surtout, moi je suis assez frappé par le fait qu'il nous parle de prévision. Et il commence par, franchement, l'indice de retournement, ça n'est pas très illustratif pour le français moyen. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans pour justifier cet optimisme, on rentre, et c'est peut-être ça aussi le problème, dans des chiffres ou des choses très techniques, quoi. On est dans il dit, pardonnez-moi, je vais être technique, mais effectivement, vous avez raison, il ne donne pas de chiffres et il ne parle pas de données. On est dans les inflexions de courbes. Oui, et il ne parle pas de données tangibles qui sont les chiffres de la croissance, les chiffres de l'inflation, des déficits, du chômage. Toutes ces données-là ne sont pas mises à contribution pour étayer son discours. Après, toute la difficulté, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir provoquer un peu de confiance. Il faut quand même se rendre compte qu'on vit dans un pays où, lorsqu'on réalise des sondages mondiaux sur le moral économique justement, on est des le pays Français, qui a le moins confiance. Nous sommes, on le réalise avec BVA sur 50 pays dans le monde, nous sommes le pays ou l'un des 2 ou 3 pays les plus pessimistes au monde sur l'avenir. Ça ne veut pas dire que les Français estiment qu'ils sont plus malheureux que les Irakiens ou les Vietnamiens qui font partie de l'enquête, mais qu'ils pensent que l'avenir sera moins radieux. Et juste sur cet optimisme, on voit bien qu'on a différents styles, mais enfin on est quand même toujours dans un discours très optimiste, quel que soit le sujet. Vous voyez des différences, Jacques Lecomte, sur cet optimisme? Est-ce qu'ils ont l'air réellement optimistes, d'ailleurs, les uns et les autres, ou alors est-ce que ça sent un peu l'optimisme surfait? La question qu'on se pose, c'est toujours est-ce que c'est un optimisme de conviction ou un optimisme de stratégie? Je pense que François Hollande, c'est un optimiste, il a vraiment ça en lui. C'est un vrai optimiste. Je pense que lui, c'est un vrai optimiste. C'est souvent aussi le reproche qu'on lui fait, qui peut être aussi une qualité ou un reproche, ou un défaut. Les autres, je pense que c'est plus stratégique, mais ça demanderait à être plus travaillé quand même. Oui, bien sûr, non, mais c'est intéressant comme perception. Et sur François Hollande, qu'est-ce qui vous fait dire justement que c'est un vrai optimiste? Sur quoi vous vous basez? D'abord, la constance du discours quand même. Et puis, vous savez, moi j'ai tendance à penser quelque chose, c'est que pour arriver à être président de la République, je crois qu'il faut être fondamentalement optimiste. Et pas seulement François Hollande, pour être président en général. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'optimisme, c'est une vision de l'avenir, mais l'optimisme, c'est aussi un fruit du passé. Dans le sens que pour arriver à un tel poste, quelle que soit l'orientation politique, c'est complètement indépendant de ça, il a fallu avoir pris beaucoup de coups, avoir eu des élections perdues, beaucoup d'éléments qui sont plutôt négatifs et des éléments positifs, et il faut tenir. Et donc j'ai envie de dire, un homme politique, une femme politique durable, le mot durable est un petit peu à la mode. C'est un optimiste. C'est nécessairement, fondamentalement, me semble-t-il, difficile d'être pessimiste sur soi-même si on n'a pas ça. Et effectivement, il a tendance maintenant comme d'autres présidents, à le diffuser à l'ensemble de sa pratique politique. D'accord. On parlait de ces optimistes et du fait que les présidents sont tous optimistes. Alors justement, on a trouvé intéressant de voir et de comparer les discours des uns et des autres à un moment stratégique, qui est celui des vœux, où on revient sur le passé, on se projette vers l'avenir. Alors François Hollande, commençons par lui. On a vu les vœux pour 2013, on va voir maintenant ceux pour 2014. Alors là, il est toujours optimiste pour l'avenir, mais il n'hésite pas à évoquer quand même la situation critique et les difficultés dans cet exercice de bilan et perspective. On regarde. Mais l'année 2013 a aussi été difficile.
pour beaucoup d'entre vous et pour le pays. Parce que la crise s'est révélée plus longue, plus profonde que nous l'avions nous-mêmes prévu. Et nous en avons payé le prix, avec une croissance faible et une succession de plans sociaux. L'état même du pays a justifié que je vous demande des efforts. Et je sais ce qu'ils représentent. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds, à force de s'accumuler depuis de nombreuses années. Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé, même si la tendance de ces derniers mois s'améliore. Les résultats sont forcément longs à apparaître, mais ils sont là. Et j'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. J'ai confiance dans les choix que j'ai faits. On lui avait beaucoup reproché de ne pas assez dire je. Là, il le dit énormément. Hein. Alors la question, c'est est-ce forcément à droite? Et puis juste avant de voir les autres présidents, juste une petite réaction, Gaël Sliman, là-dessus, parce que finalement, on a beaucoup dit qu'il avait changé de posture hein, là ces derniers temps. Est-ce que justement dans cette espèce de côté optimiste, est-ce qu'il a changé? Parce qu'il apparaît quand même là beaucoup moins optimiste que dans les extraits précédents. Alors il est moins optimiste que très peu de temps avant, oui. Puisque contrairement à ce qu'il avait fait un peu avant et Michel Sapin aussi, il ne dit pas ça y est, j'ai obtenu l'inversion de la courbe. Non, non, c'est dur, ça a été dur. Ça a été dur et il justifie le fait d'une certaine manière que l'objectif n'ait pas été atteint en disant mais il va l'être. En filigrane, ce qu'il suggère, c'est que cette tendance qui s'améliore, mais j'ai confiance dans les engagements. Ça va aller mieux, mais on sent effectivement qu'il dose mieux le discours pour ne pas se voir reprocher ce déni de réalité qui lui a été beaucoup reproché au mois de décembre. D'accord. Alors on va vous faire réagir, mais d'abord on va voir les autres présidents. Alors on a beaucoup comparé le style de François Hollande à celui de François Mitterrand. Alors pour nourrir cette comparaison, on va revoir un extrait. Alors là c'est les vœux de 1984. Là aussi, après le tournant de la rigueur, dans une situation de crise, avec là aussi l'objectif de remonter le moral. 1984. Bien qu'à de nombreux signes, on voit notre pays sortir peu à peu de la crise, je ne promets rien d'autre à personne que la poursuite sans faiblesse de l'effort de redressement national où nous sommes engagés. Ce qui a été fait dans ce sens l'a été grâce à vous, qui croyez en la France. C'est encore grâce à vous que nous venons de battre ces derniers mois le record absolu de nos ventes à l'étranger. Quel succès pour nos producteurs et nos exportateurs et quel exemple pour nous tous. Voilà, Pierre Moscovici disait tout à l'heure, jouer Monsieur Tout va bien. Lui, on a quand même l'impression qu'il est vraiment Monsieur Tout va bien, hein, très optimiste, mais en s'appuyant pour le coup sur le passé. On va vous faire agir. Et puis, mais d'abord d'autres présidents. Nicolas Sarkozy, lui aussi lors d'une situation de crise en 2008, après la crise justement de 2008. On l'écoute. Pour tous les Français, cette année a été difficile. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de peines et de souffrances. Chacun d'entre vous en subit les conséquences. Face à cette crise, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Cette responsabilité, je l'assumerai. Les difficultés qui nous attendent en 2009 seront grandes. J'en suis pleinement conscient. Je suis plus décidé que jamais à y faire face, avec le souci de la justice, avec l'obsession d'obtenir des résultats. Après avoir préservé les économies de chacun, grâce au plan de sauvetage des banques, ce sont les emplois de tous qu'il faut désormais sauver. Et maintenant, retour en arrière, pour le coup, là, en 1974, avec Georges Pompidou, qui lui est dans une situation assez différente, puisque c'est la première fois que le pays connaît une crise importante. Lors du premier choc pétrolier, ça marque la fin des 30 Glorieuses, mais il ne le sait pas encore vraiment, on l'écoute. Il y a un an, je vous disais que ce serait une année d'expansion exceptionnelle et de grands progrès dans divers domaines. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les chiffres le prouvent et les observateurs sérieux, les plus rigoureux, le reconnaissent. Et pourtant, il faut admettre que l'année se termine dans une atmosphère moins sereine. Assurément, l'année 1974 risque d'être difficile. Et en tout cas, plus que tout, elle est incertaine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs,
le gouvernement s'est bien gardé de prendre des mesures hâtives et inconsidérées. Malgré les conseils et les reproches que nous distribuaient matin et soir certains qui n'ont pas de meilleur plaisir que de dire du mal de leur pays. Voilà, ceux qui disent du mal de leur pays. Alors, vous disiez, Jacques Lecomte, que tous les présidents sont de grands optimistes pour arriver à ce poste et surmonter ces difficultés. Là, on a quand même des attitudes assez différentes, non, à première vue, quand même. Alors, ils ont l'air tous assez optimistes, mais quand même avec des rhétoriques, en tout cas, des manières de justifier les choses assez différentes. Oui, c'est vrai, mais vous savez, dans les études psychologiques sur l'optimisme, par exemple, on dit que les personnes qui ont un discours, enfin une façon de voir le monde plutôt optimiste, ils ont tendance à voir les problèmes comme étant à l'origine extérieure d'eux-mêmes. Quand vous regardez, la crise est tombée sur la France, ou bien en 74, en 73, 2008, ces présidents ne sont pour rien dans leur discours à l'origine de la situation. En revanche, ça peut être la réalité, mais en tout cas, c'est une posture les optimistes voient le monde comme ça. C'est-à-dire les problèmes ne viennent pas d'eux. D'accord. En revanche, eux, ils sont là pour régler les problèmes. Et c'est typiquement quand même, au-delà des différences, il peut y avoir des nuances, on voit quand même ce type de choses qui est assez fréquent dans les différents discours des uns et des autres. Avec quand même Nicolas Sarkozy, les plus, parce que alors, lui se met beaucoup au centre par rapport à François Mitterrand, dans cet extrait, parce que bon, ce ne sont que des extraits. Là, on le voit que c'est particulièrement net chez Nicolas Sarkozy, non? Mais Nicolas Sarkozy, c'est le sauveur du monde. Hein. Je veux dire, aucun problème ne vient de lui et toutes les solutions viennent de lui. Et ça, c'est typiquement, alors en psychologie, un discours optimiste. D'accord, l'archétype de l'optimisme. Attention, parce qu'il y a un optimisme excessif, justement. Ouais. Enfin, on pourrait y revenir. Et sur l'évolution aussi, parce qu'il y a des contextes effectivement très différents, Christian Delport, puisqu'on est forcément à des moments où la crise se prolongeant, enfin la crise qui n'est pas la crise, d'ailleurs le changement d'état du monde, on va dire, s'installant, les discours évoluent aussi en fonction du contexte. Vous avez Fin 73, Georges Pompidou n'a pas tort, puisque en fait on est à 450 000 chômeurs. La crise a commencé, mais elle est très... On ne la sent pas encore. On a quand même une production industrielle en hausse de 9%. Hein. On a, pendant l'année 73, une hausse du pouvoir d'achat de 6,5%. Aujourd'hui, on prendrait. Hein. Bon. C'est ensuite que les choses vont se dégrader. Moi, je suis surtout frappé par le discours un peu ancien. Les chiffres le prouvent, les observateurs sérieux, rigoureux, tout ça, évidemment, ce sont des éléments de langage. Il essaye de parler simple, en tout cas. Il ne voit pas dans les détails techniques, les chiffres. Il règle ses comptes, quand même. Hein. Parce que les pessimistes, justement, sont ceux d'en face. Hein. C'est l'opposition qui a failli prendre le pouvoir, arriver au pouvoir, en tout cas, en 1973. Mitterrand, lui, semble jouer la transparence. Mais en fait, là, on est au moment du tournant de la rigueur. C'est un changement à 180 degrés qu'il essaye de faire passer en douceur. Genre le redressement qui a succédé au changement. En flattant son auditoire. On a l'impression que rien ne change. Et en fait, tout change. Quant à Nicolas Sarkozy, c'est d'abord la détermination. C'est lui qui se met en avant et en fait, quand il s'adresse aux Français, ce qu'il leur dit, c'est « faites-moi confiance ». Oui, c'est ça, c'est la posture du sauveur, ce que disait effectivement Jacques Lecomte. Sur la réception, vous n'avez peut-être pas fait d'études d'opinion en 1974 sur le discours de Georges Pompidou. Il y en avait, vous savez, les sondages BVA à 40 ans et les sondages donc il y en a eu alors, justement, sur l'impact. Mais globalement, il y a quand même une posture très différente entre celle de François Hollande sur ses derniers vœux et tout ce qu'on vient de voir. Je rejoins ce que vous venez de dire, messieurs, c'est-à-dire qu'en gros, les différents présidents ne nous disent pas que la situation va bien et que tout est formidable. Ils nous disent c'est très dangereux, on a vécu une fin d'année qui est angoissante, je vous promets des temps difficiles, c'est presque churchillien, et ensuite le sourire pour dire je serai là pour vous en protéger. Tous, d'une certaine manière, l'ont plus ou moins dit dans les vœux qu'on a entendus, mais le plus fort, évidemment, là-dedans, c'est Nicolas Sarkozy. Et pour vous répondre, Hélène, Nicolas Sarkozy n'a jamais été populaire, à part pendant ces 9 premiers mois. Le seul moment où il a connu une progression, une évolution de sa courbe très positive, c'est au moment de la faillite de Lehman Brothers et au moment de la crise. Oui, là, vraiment, ça allait mal, parce que sa posture collait, la posture du sauveur ou du pompier qui vient éteindre l'incendie fonctionnait. Et il a voulu jouer de ce registre dans ses vœux qu'on voyait là.
Et sur François Hollande, vous dites très différent, parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, moins optimiste, moins au centre, finalement. François Hollande, lui, il a encore, même s'il l'atténue, mais il a encore cette idée de dire aux Français, bon, vous avez vécu des temps difficiles, mais l'année prochaine ira mieux. Et donc il se met, à mon sens, moins au centre. C'est pas une tempête dont il va nous protéger, c'est vous avez souffert, j'ai mis en place des actions correctrices et vous verrez en 2014 ça ira mieux. Okay. Même s'il le dit avec plus de prudence que dans ses dernières interventions. Dans ses précédents vœux, puis en essayant de se mettre au centre, puisqu'il dit je. Oui, il essaye de se mettre davantage au centre. Il veut. D'accord. On va terminer d'ailleurs par les grands pessimistes, hein, parce que voilà, vous l'avez dit, il y a la posture churchillienne. Alors certains ont des attitudes assez inverses, tout en étant pour autant aussi arrivés au sommet. Alors premier exemple bien connu, celui de Winston Churchill, qui en arrivant au pouvoir au début de la Seconde Guerre mondiale fait cette promesse bien connue. On écoute. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Voilà, ce discours beaucoup plus long que le court extrait qu'on a sélectionné est resté comme un modèle du genre, hein, le discours de vérité qui ne cache pas les difficultés, qui permet de mobiliser. Et en voici maintenant quelques déclinaisons dans des registres assez différents. Tout d'abord, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de Jacques Chirac, lors de son discours de politique générale en 2002. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, nommé par le président de la République, est originellement marqué par les deux grands messages de l'élection présidentielle. L'urgence d'une réponse aux attentes des citoyens, l'exigence du partage des valeurs républicaines. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. Voilà, la fameuse phrase « la pente est forte », hein, voilà, Jean-Pierre Raffarin, l'auteur de la, entre guillemets, positive attitude, a aussi eu des messages pessimistes. On verra quel était leur impact. Et puis, dernier exemple bien connu, celui de François Fillon. Là aussi, peu après son arrivée au pouvoir, il est face à des agriculteurs corses. On regarde un petit reportage avec le contexte de l'époque. La santé du gouvernement, François. Un toast à la santé du gouvernement. Pour François Fillon, cette visite en Corse commence bien. Tellement bien qu'il martèle ses objectifs, réformer et sortir du déficit. L'État ne peut pas tout, explique-t-il sans complexe à des agriculteurs. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Voilà, et on s'en souvient, cette phrase avait été très mal prise d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, qui lui avait reproché son ton beaucoup trop pessimiste. Alors question, est-ce que c'est des postures qui sont productives, intéressantes ou pas, et avec quelles limites? Alors peut-être d'abord Jacques Lecomte sur la typologie, parce qu'on est dans des attitudes pessimistes, mais assez différentes quand même. Oui, alors d'abord, il y a une chose qui est optimisme et pessimisme ne sont pas toujours opposés. Absolument. Hein. Ouais. Et c'est-à-dire que je dirais qu'il peut y avoir un optimisme de personnalité. Vous avez dit que toutes ces personnes sont arrivées très haut dans le pouvoir, donc je pense qu'elles aident, mais aussi un pessimisme de situation. Alors, et en psychologie, on parle de pessimisme défensif, c'est-à-dire ça a beaucoup été étudié avec les étudiants à l'approche des examens. Vous voyez, on s'est rendu compte que les étudiants qui avaient peur que ça marche pas, qui étaient inquiets sur leur, eh bien, ils bossaient plus que les autres, que celui qui croit que ça va passer tranquille, lui il bosse moins. Et au final, il y a plus de résultats. Donc il y a un pessimisme qui est positif, une forme de pessimisme qui anticipe en quelque sorte les risques et anticipant les risques, eh bien, évite qu'ils se montrent trop. Alors moi ce qu'il y a, c'est que si c'est vrai, c'est intéressant, mais il faut aussi pour un responsable politique, en l'occurrence un Premier ministre, qui puisse entraîner la population. Et le problème, c'est que il y a un problème au niveau du charisme. Là, c'est que François Fillon, c'est bien connu, pas un grand charisme. Et donc, avec ce pessimisme sans charisme, j'ai envie de dire, c'est plutôt anxiogène pour la population. Et c'est pour ça qu'il a été recadré, d'ailleurs, par Nicolas Sarkozy. D'accord, alors on va revenir sur l'exemple plus ancien, mais d'abord sur les cas plus récents concernant le pessimisme, et notamment celui de François Fillon. Vous pensez, vous aussi, que c'est pas quelque chose de mobilisateur? Parce qu'il y a un pessimisme qui est de combat et qui peut être très mobilisateur. C'est une question presque marketing. Quel est l'objectif, la cible?
pour rendre François Fillon populaire. En contraste avec Nicolas Sarkozy, ça a plutôt bien marché. Ça lui a permis d'exister médiatiquement, de donner le sentiment d'avoir une parole de vérité. En plus, Nicolas Sarkozy commençait déjà à agacer un petit peu. Donc, en 2007. donc du coup, c'est plutôt positif pour Fillon. Là où je vous suis, c'est qu'effectivement, ça n'entraîne pas. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on ne propose pas les solutions derrière. Par ailleurs, je pense que si Nicolas Sarkozy était si fâché de ce message de François Fillon, c'est à double titre. D'abord parce que c'était un message pessimiste, en rupture avec le message du président. Et puis, il répète, j'avais oublié, mais il répète à 3 ou 4 reprises, je suis à la tête d'un État. Non, pour Oui, Nicolas Sarkozy, celui qui est à la tête de l'État, c'est lui, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le collaborateur. Donc double raison pour être mécontent. Pas forcément tant le pessimisme. D'accord, Denis Bertrand, sur la manière voilà, d'exposer ce, entre guillemets, c'est quoi? C'est pessimisme, pas de combat, pessimisme défensif. Oui, si on compare les trois, je crois qu'il y a un élément qui est assez différenciateur, c'est la manière dont le sujet de la parole s'implique effectivement dans le discours. C'est-à-dire chez Fillon et Raffarin, il y a une sorte de mise à distance. C'est les choses qui sont comme ça. La route est droite, mais la pente est forte. Je ne suis pas dedans. Alors qu'avec la force du discours de Churchill, je crois, c'est la présence du corps. Et c'est même pas seulement la présence du corps, c'est les humeurs, c'est le sang, la sueur, les larmes. C'est lui qui promet, quoi. C'est l'implication du corps de chacun dans le discours. Et ça, je pense que c'est ça qui donne une force considérable par opposition aux deux autres interventions, où il y a une sorte de mise à distance. Et on n'est pas impliqué dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas engageant corporellement. Oui, parce que c'est vrai que ce discours reste le modèle du genre, hein, comme le discours de vérité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à François Hollande au début, quand il est arrivé au pouvoir, de ne pas avoir la posture churchillienne, qui fait l'état des lieux, etc. C'est même le corps interne qui sort par les humeurs, quoi. C'est ça qui est Mais si je puis me permettre, une nuance quand même sur Churchill, il faut savoir à qui il s'adresse. C'est bien présenté dans le reportage, il s'adresse à la Chambre. Oui. C'est pas quelqu'un qui se présente devant des électeurs qui viennent soit de les lire ou dont il souhaite obtenir les bulletins. C'est pas un discours de campagne et on n'a pas fait de sondage, à ma connaissance, juste après le discours de Churchill pour savoir si les Anglais avaient applaudi. Oui, mais oui. Il y en avait. Christian Delporte était là. Il y en avait. On a fait mourir pour Danzig avant, mais pas celui-là, j'ai pas vu. Non, mais il y en avait à l'époque qui soutenaient le discours de Churchill dans ce sens, parce qu'en fait, évidemment, il va jusqu'au bout de la logique de son discours. Mais Voltaire disait l'optimisme, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand tout est mal. Autrement dit, en politique, ce qui s'oppose au pessimisme, c'est le réalisme, c'est pas le pessimisme. Et ce dont a voulu faire preuve Churchill, mais bien en avant, déjà dans les années 30, c'est son réalisme face à la... Oui, c'est ça, on dit pessimiste, c'est surtout réalisme, voilà, parce que la situation est vraiment grave, d'accord. Voilà, et évidemment, l'opinion le soutenait, pas forcément son camp d'ailleurs, mais l'opinion le soutenait. Mais d'ailleurs, ça s'est retourné contre lui à la fin de la guerre, au moment des élections générales, parce qu'il a voulu continuer ce discours en disant la reconstruction, ce seront encore ça va être encore sang et des larmes. Là. Et là, ça n'était plus audible. Je veux dire qu'on peut tenir ce type de discours dans un contexte particulier, et puis à un moment, on a tout simplement envie de tourner la page. Voilà, comme disait Jacques Leconte, ça marche à la veille de l'examen, ça marche plus au lendemain de l'examen. Voilà. Oui, les discours réalistes, ils ont un poids dans les moments de crise. Enfin, ces discours réalistes, je pense, c'est à ce moment-là qu'il faut les utiliser. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Donc justement, cette posture churchillienne, ce sera le mot de la fin, qui est toujours finalement donnée en exemple, comme étant voilà, la manière de poser le constat et puis de construire après peut-être quelque chose de plus optimiste et constructif. Est-ce que ça vous paraît finalement être encore un modèle tel qu'il est souvent mis en avant? Oui, bien sûr que ça peut l'être, mais encore une fois, en fonction de circonstances, et notamment, François Hollande aurait pu davantage l'utiliser quand on promet un tournant. Lors de ses vœux, on l'a à peine évoqué là, mais il promet aussi sur le fond, au-delà de la posture, un tournant profond, au moins comparable au tournant de la rigueur sous François Mitterrand. Et quand on promet un tournant, il vaut mieux être dans une posture churchillienne plutôt qu'à avoir un sourire béat. Il aurait peut-être pu l'avoir davantage d'ailleurs. D'accord, oui, mot de la fin. Oui, je partage complètement ce que vous venez de dire, absolument. Mais la posture churchillienne, c'est pour dire qu'au bout du compte, on va quand même gagner. Ouais. Donc, au fond, derrière ce discours pessimiste, il y a quand même de l'optimisme. Voilà, c'est ce que vous disiez, c'est le pessimiste, pas de combat, le pessimisme défensif. Voilà. Bon.
Merci à tous les quatre pour cette émission optimiste. Meilleurs vœux à tous. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. Août 2002, c'est le moment où le moral des Français est le plus haut. Il y a une variable qui fait qu'il remonte à chaque présidentielle. Et il a bondi quand Sarkozy est élu en 2007. Et il a rebondi quand François Hollande est réélu. Parce que, pourtant, il n'y avait pas beaucoup de promesses. C'est les vertus du quinquennat pour Non, c'est sachant.